Bienvenue dans Entreprise de rêve, le podcast qui explore les nouvelles pratiques en termes de culture d'entreprise. Aujourd'hui, on va discuter avec Mélanie Albucet de Morning et on va échanger sur c'est quoi les nouvelles tendances et les nouvelles émergences qui tournent autour de l'espace de travail, mais l'espace de travail vraiment au sens extrêmement global. À tout de suite. Donc aujourd'hui, je suis avec Mélanie Nabucet, qui est responsable ressources humaines chez Morning. Pour ceux qui ne connaissent pas, Morning, c'est un prestataire de location de bureaux qui est très moderne et dans lequel on se sent super bien. Nous-mêmes, on est chez Morning, on est super contents. Déjà, merci beaucoup, Mélanie, d'être avec nous pour cet épisode. Avec plaisir, Boris. Mélanie, j'ai vu que tu avais commencé ton parcours en comptabilité. Oui. Et ensuite, tu as évolué vers les ressources humaines. C'est quand même un sacré grand écart. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à évoluer vers ce rôle ? Mais je pense que le début de mon parcours en comptabilité, c'était un peu un hasard. Je me suis retrouvée dans... J'ai été acceptée après le bac, donc j'ai fait S pour pas me fermer de porte, machin. Ensuite, j'ai été acceptée dans un IAE à Toulouse. Je pense qu'à l'époque, j'avais très envie de quitter le foyer de mes parents. J'avais très envie de changer de ville, de vivre une vie étudiante. Et donc, j'ai été acceptée dans cette IAE qui était hyper renommée. Et il se trouve que la première année de licence, c'était une année générale spécialisée en comptabilité. Donc, j'ai pas trop eu le choix. Okay. Je l'ai faite. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai déroulé le parcours classique jusqu'au master compta contrôle audit. Et ensuite, depuis ta première année, on te répète que la voie royale, c'est l'expertise comptable, que c'est un métier prestigieux, que c'est un métier où tu peux à la fois entreprendre, à la fois analyser. Donc, ça touche un petit peu à tout. Et donc, ça m'intéressait. Donc, j'ai fait ces études-là pour devenir expert comptable. Donc, j'ai passé mon DSCG après, qui est le petit diplôme en plus qui te permet de t'inscrire au DEC. Et j'ai fait quelques stages en audit, en cabinet d'expertise comptable. Et ensuite, quand je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Ça y est, t'es diplômé, tu t'inscris au DEC. Tu dois ensuite poursuivre ta 3 ans de stage, où tu vas ensuite, pendant ces 3 ans, passer des épreuves, rédiger un mémoire, etc. C'est beaucoup d'investissement. Et à ce moment-là, je me suis écoutée. Ce que j'avais pas beaucoup fait pendant mes études. J'ai vraiment bossé. Et puis, après le diplôme, je me suis écoutée. Je me suis dit, en fait, je pense que c'est pas ce dont j'ai envie, être expert comptable. Mais du coup, je vais bosser en entreprise avec les diplômes que j'ai déjà. Donc là, j'ai bossé dans un groupe, donc Vinci Énergie, et j'avais la casquette de responsable administratif et financier. Et en gros, c'est une casquette où tu vas aussi incarner les RH, mais pas au sens culturel du terme. Tu vas faire tout ce qui est vie administrative du salarié. Donc là, j'ai appris beaucoup, parce que c'est des choses que j'avais jamais faites, même pas dans les stages. Et puis, tu as quand même la casquette, évidemment, financière et comptable. Donc un peu les deux. Une fois que j'ai fait ça, j'ai bossé dans une start-up qui avait fait une petite levée juste, et l'idée c'était d'optimiser, de mettre en place plein de process financiers pour faire vivre cette boîte-là et la développer. Et là, pareil, j'incarnais la casquette RH aussi, mais j'avais beaucoup plus envie de l'incarner culturellement parce que la start-up, ce qui est chouette, c'est que tu peux tout faire bouger. Il y a tout à écrire, c'est une page blanche, contrairement au groupe où les choses bougent pas. Enfin, une culture de groupe, c'est une culture de groupe. Et du coup, là, j'ai pris un peu plus en main les sujets culturels, on va dire, donc tout ce qui s'appelait à l'époque l'happiness management, etc. Mais j'avais envie quand même d'aller plus loin. Je me suis dit, en fait, j'ai pas envie d'être happiness manager, moi, c'est pas mon métier. Moi, ce que je veux faire, c'est créer un environnement de travail au service des gens et du business. Et je veux aligner les deux. Et donc là, à ce moment-là, la petite histoire, c'était que j'avais postulé après Vinci chez Morning, qui cherchait un responsable comptable à l'époque. Ça l'avait pas fait parce qu'ils avaient pris quelqu'un qui avait plus d'expérience. Moi, il m'en manquait. Et je les ai recontactés parce que c'était une boîte qui m'avait vachement tapé dans l'œil pour ses valeurs et pour sa culture. Et donc, je leur ai dit, coucou, est-ce que vous cherchez pas quelqu'un en RH ? Parce que, en fait, c'est ce que je veux faire maintenant, je sais. Et ça y est, j'ai un peu plus d'expérience. Et ça y est, oui, même pas. Enfin, il y avait une opportunité. Puis Morning, c'est beaucoup d'humain, beaucoup de feeling. Donc, ils m'ont fait confiance. Ok. Voilà. Et donc, ça fait 5 ans maintenant. Et j'apprends tout mon métier RH, donc tout ce qui est instinctif, tout ce qui est développement de la culture, tout ce qui est développement des business, etc. Je l'apprends, je grandis avec Morning.
Et ben après, voilà, le DSCG et le master, mais globalement le DSCG, il y a quand même beaucoup de connaissances en droit social, en droit du travail qu'on a. Donc je pars pas de zéro. Sur les bases, Sur les bases, hyper j'étais solide. bien sûr. Et puis chez Vinci, je faisais les bulletins de paye, les contrôles de paye. Donc ça, c'est bon. Et la casquette financière, en RH, elle est importante. Il n'y a pas que l'humain. Il y a aussi, forcément, l'argent, c'est le nerf de la guerre dans une boîte. Et la masse salariale, c'est un gros poste de dépense, voire pour certaines boîtes le premier. Donc c'est hyper utile. Ok. Voilà. Ok, c'est vrai, quand je t'ai rencontré, j'ai tout de suite senti que tu avais une super forte appétence pour la culture d'entreprise. C'est aussi pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui. Si on revient un peu plus sur Morning, donc sur vos offres, on peut lire Morning crée des espaces, du mobilier et des expériences pour que chacun passe une bonne journée de travail. Nous, ça fait, ce que je disais tout à l'heure, ça fait un petit moment qu'on est chez Morning maintenant, et honnêtement, on est ravis, on se sent vraiment super bien ici. Pour toi, à quel point c'est important l'univers dans lequel on va être, l'atmosphère dans laquelle on va être, dans le choix d'une entreprise, et également dans le fait de s'y sentir bien. Est-ce que c'est à quel point c'est un critère important pour les candidats? Je ne sais pas si vous avez évalué ça. Ah oui, c'est hyper important. Déjà à titre perso, avec mon prisme RH, nous on a tout de suite remarqué une énorme différence sur l'acceptation, le taux d'acceptation des propositions qu'on envoyait. Pendant le Covid, pendant la période Covid, couvre-feu, donc où on faisait beaucoup de télétravail, on avait beaucoup plus de refus de propositions. Versus quand les gens venaient à notre rencontre dans les bureaux, qui étaient tout de suite imprégnés dans cette atmosphère de travail-là. Ils étaient au cœur de notre produit, ils voyaient tout de suite ce qu'on était capable de faire, etc. On a remarqué une grosse différence. Donc déjà, dans l'expérience candidat, avoir des bureaux qui donnent envie, ça compte vraiment. Ça envoie aussi un signal hyper positif, ça envoie un signal de modernité, ça montre que tu es dans l'air du temps. Et puis après, quand tu es dans un espace de coworking, évidemment, en plus Morning, tu as quand même cette effervescence où voilà, tu as plusieurs boîtes de plusieurs métiers qui sont en contact, c'est pas rien. Donc, c'est une volonté, pour moi, quand tu es en coworking, de bénéficier d'un tas de services, et on en développe chaque année, on en a plein, mais c'est aussi d'aller vers les autres. Donc c'est un signal que tu envoies en tant que boîte. Tu peux très bien être une boîte avec une culture, voilà, t'es plutôt en autarcie, t'as pas trop envie de créer des synergies, ça peut arriver, t'es plutôt méfiant sur la concurrence, peu importe. Dans ces cas-là, peut-être pas forcément utile d'être en coworking, mais si t'es plutôt ouvert, voilà, l'expérience que que tu proposes à tes salariés, elle est importante. Donc déjà, au niveau des propals, ça a été très très parlant. Puis après, nous on le voit, tu vois, pareil, encore une fois avec mon prisme RH, on a eu quand même assez peu de gens qui font du télétravail. Après, on en parlera de notre culture, de la flexibilité, des règles du télétravail chez nous, mais globalement, les gens adorent venir au bureau. Et quand ils viennent pas au bureau, on a notre camp de base qui est à Bourse, Morning Bourse, on a tout un plateau, mais quand ils viennent pas au bureau, ils viennent dans des espaces, en fait. En général, ils restent pas chez eux, ils aiment parce que l'atmosphère qui est proposée, les services, leur correspondent. Voilà, donc ça pour nous, c'est un succès, et c'est témoin que ça marche. Et je dirais que du coup, ce qui est intéressant pour une entreprise en général, c'est que quand tu es dans des bureaux comme Morning, tu offres à tes salariés, et tu t'offres la possibilité de proposer à tes salariés du sur-mesure. C'est-à-dire que, voilà, si t'en as certains qui sont un petit peu flemmards et qui n'ont pas envie de faire le tour du quartier pour aller chercher une offre food, on a des espaces dans lesquels on a une cuisine. C'est canon, ça c'est tout nouveau, mais c'est canon. Si tu as envie d'organiser pour ton prestat un déj et qu'il te faut 6 plateaux repas pour midi, on a de la conciergerie. Si tes salariés, ils aiment faire du sport le matin pour être bien, pour commencer leur journée, on a des salles de sport. S'ils aiment un petit peu avoir de quoi nourrir l'esprit, on a des events. Et en fait, l'idée, c'est de faire du sur-mesure. Il y en a peut-être qui vont rien faire de tout ça. Ils vont venir, ils vont travailler, ils vont repartir. Mais au moins, voilà, ils auront été juste dans l'atmosphère. Donc c'est pas seulement une ambiance de travail, du mobilier hyper sympa, c'est pas seulement ça, c'est aussi toute une gamme de services. C'est toute une expérience via une gamme de services qui peut servir les intérêts de tous, en fonction des moments de vie qu'on a. Mais le but, c'est le sur-mesure. L'humain, c'est du sur-mesure. Les gens qui viennent travailler, ce sont des personnes. Et l'ambition, c'est de faire passer à chacun sa bonne journée de travail. La tienne, c'est sûrement pas la même que la mienne. Et l'idée, c'est de pouvoir un peu répondre à tout ça. Complètement. Si tu devais définir un cadre de travail parfait
Ce serait quoi pour toi? Le mien, du coup, celui de Mélanie. Ok. Le cadre de travail parfait, c'est le mien, c'est celui que j'ai aujourd'hui. T'as quoi dans C'est ce cadre celui que de j'ai travail? depuis 5 ans. J'ai pas beaucoup de cadre de travail, en fait. Du coup, il fluctue en fonction de mes besoins, de mes envies, pro, perso. S'il y a des fois, j'ai besoin de plus me concentrer, je suis hyper libre de rester chez moi et juste de le dire à mon équipe, me sentir libre de le faire. Et puis, des fois, j'ai besoin d'être au contact des gens. J'ai plein de rendez-vous, j'ai envie de voir les gens physiquement. Et du coup, on se retrouve à Bourse. Ou dans d'autres espaces. Si j'ai envie un petit peu de changer d'air, de Bourse, tu vois, aujourd'hui, là, je suis venue à Monceau. Le cadre de travail pour moi idéal, c'est celui de se sentir libre. C'est se sentir libre, de sentir que tes pairs, ils te font confiance. Voilà. Pour moi, c'est l'idéal. C'est pas forcément tangible, c'est pas forcément le bureau. Après, bien sûr, évidemment, je pense qu'il faut des espaces dans lesquels se rencontrer, parce que pour moi, ça, c'est la base. Mais voilà. Ok. Alors, ça nous fait une super transition sur l'autre gros sujet que je voulais discuter avec toi, c'est le télétravail. Bon, je t'apprends rien que la période post-Covid a massifié complètement le télétravail. Et j'imagine qu'en plus, en tant que fournisseur de bureau, vous devez énormément réfléchir à ça. C'est quoi la politique de télétravail chez Morning, et c'est quoi un peu votre vision en fait, du télétravail aujourd'hui, mais même sur le futur? Ouais. Notre politique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de politique. Notre politique, c'est la confiance. C'est comme tout, c'est une façon, c'est dans notre façon de travailler, si tu veux. On n'a pas mis grand-chose en place avec le télétravail. C'est juste que dans la façon de travailler, on responsabilise les gens. C'est-à-dire qu'ils sont libres, ils prennent des décisions, ils sont responsabilisés sur cette prise de décision, on leur fait confiance dans les projets qu'ils vont gérer, etc. Et donc dans la façon de faire leur travail, que ce soit où est-ce qu'ils le font, quand ils le font, donc sur les horaires, sur le lieu, ça c'est pareil, ils sont libres. Nous, notre règle à chaque fois en télétravail, ce qu'on dit aux gens quand ils arrivent chez nous, c'est vous faites les choses en bonne intelligence. Donc quand l'équipe elle est au bureau, bien sûr que tu vas pas rester chez toi dans ton coin, sauf si tu as besoin vraiment d'être concentré pour X ou Y raison, chacun a ses raisons. Mais quand personne n'est là, bien sûr que c'est pas la peine de venir au bureau pour trouver le bureau vide. Évidemment, on met notre télétravail dans l'agenda. En général, chez Morning, on met toujours l'espace dans lequel on se trouve, parce que tu peux faire 4 espaces par semaine. Et du coup, on met quand on est en télétravail ou pas. C'est vraiment de la bonne intelligence, donc c'est ça la règle. Il n'y a pas de forcément 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. Moi, il y a des semaines, j'en fais jamais. 5 jours, je viens au bureau. Il y a des semaines, je vais me faire une petite demi-journée par-ci, par-là. D'autres, je vais me faire 2 jours. Ça dépend aussi de, est-ce que... Pareil pour le lieu, il y en a qui font du télétravail depuis chez eux, d'autres depuis n'importe où. Nous, on autorise le télétravail partout dans le monde. C'est complètement OK pour nous s'il n'y a pas trop de décalage horaire, si on est prévenu, si c'est bien encadré. Donc voilà, il n'y a pas de politique, c'est à la confiance. Justement, ça m'amène à l'autre partie que je veux discuter avec toi. On voit la tendance des digital nomades arriver. Et c'est assez drôle. Je discutais avec un copain ce week-end qui me disait qu'il était au Maroc, Taramout, je crois. Tarazout sur la plage, et qui voyait des lignes de personnes avec leur Mac en train de bosser pas très loin sur la plage. C'est quoi votre vision de ça? Il y a un truc un peu bizarre avec ce truc-là, et en même temps c'est vrai que super cadre de vie, ils bossent la journée, ils surfent entre midi et 2, etc. C'est quoi votre vision là-dessus? C'est que c'est pas pour tout le monde et que c'est pas pour toutes les entreprises. C'est-à-dire que nous, tu vois, on a des salariés qui le font ponctuellement. Donc tu veux visiter Lisbonne et tu poses ton vendredi, mais le billet était moins cher le jeudi, tu pars le jeudi, tu te mets en télétravail, tu vas télétravailler en face de la plage à Lisbonne, c'est chouette. Ça, franchement, c'est OK. Mais c'est ponctuel. Il y a un truc quand même chez Morning qui est très très important d'avoir en tête, c'est que c'est l'équipe qui prévaut sur le reste, parce que c'est l'équipe qui fait la boîte, c'est le collectif qui est responsable du succès de la boîte. Et donc pour ça, on a besoin de bosser ensemble, de savoir bien bosser ensemble, et du coup de se voir. On a besoin de se retrouver. Il y a beaucoup de rencontres informelles, de hasard, desquelles ensuite découlent des projets qu'on lance. Donc quand même, les gens, ils ont besoin d'être physiquement ensemble à un moment. Donc, pour nous, ça doit rester ponctuel. Mais je te parle de notre culture. Il y a des boîtes dont le business model peut fonctionner, et l'équipe peut fonctionner en full TT.
Ça peut arriver, tu vois. C'est juste que nous, c'est pas notre culture. On crée des espaces de travail, on fait de l'aménagement, on crée des événements. Donc, notre métier est plutôt tangible et du coup, l'équipe se retrouve. Et est-ce qu'il y a un monde où Morning crée des espaces de travail justement dans des endroits comme ça qui sont hyper sympas? Ça peut être à l'étranger, mais ça peut être aussi en France. Oui. Et où on pourrait, je sais pas, aller travailler là-bas pendant une semaine ou deux avec toute l'équipe. Et où du coup, c'est une sorte de off-site, mais en même temps, c'est un peu du travail. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous êtes en train un peu d'imaginer? Est-ce qu'on va bénéficier de ça bientôt chez Morning? C'est quoi votre pour l'instant, c'est un peu tôt, mais déjà, on se ferme aucune porte, jamais. On est très opportuniste, donc dans le bon sens du terme, bien sûr. Mais du coup, voilà, s'il y a quelque chose qui est intéressant à développer, on le fera. On a développé 2 choses pour répondre à ta question. Il y a pas longtemps, ça fait déjà 4 ans. Il y a 4 ans, on a créé une boîte qui s'appelle Rayon. Et qui a pour but de créer un tissu de petits espaces de coworking en grande couronne parisienne. Donc voilà, pour les franciliens, pour qu'ils n'aient pas à venir forcément, pour décentraliser un petit peu le coworking et se dire que tu peux très bien, au centre-ville de Melun, avoir ton petit espace de coworking, donc dans un rayon de... Du coup, on a créé ça déjà. Donc l'idée, c'était de se dire, on va faire rencontrer des franciliens qui n'ont pas à venir à Paris, meilleure qualité de vie, moins de temps de trajet, des rencontres, Donc, il y a Rayon qui existe depuis 4 ans. Et ensuite, du coup, là, très récemment, parce qu'on a revu tous nos avantages salariés, il y a plein de salariés qui nous avaient dit, parce qu'on a bossé là-dessus en groupe, on veut une maison de campagne, on veut un chalet au ski, on veut pouvoir télétravailler au vert. Okay. Donc, on s'est dit, ok, très bien, on note. Et du coup, là, depuis 1 an, on a notre maison de campagne autour de Fontainebleau. D'accord. Et du coup, on y fait des off-sites, comme tu dis. Donc, les salariés ont la possibilité d'aller télétravailler. Donc, c'est sympa. L'été, il fait beau, il y a une piscine, un barbecue. Et ils passent des bons moments là-bas. Okay. Et ils télétravaillent, ils font des petits cours de yoga. On organise ça avec des volontaires chez nous qui sont les organisateurs, quoi. Donc on teste le format. Et franchement, je pense que rien n'est impossible. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris en 5 ans. Rien n'est impossible pour Morning. Et ce genre d'offre, maison de campagne comme avantage, on pourrait même le mettre dans l'offre d'emploi, quoi. T'as le salaire et puis je crois qu'on le met maintenant. Ouais. On le met maintenant. Tu penses que c'est un truc qui pourrait se démocratiser, genre des boîtes qui sont pas, parce que c'est vrai que Morning est connu pour avoir une qualité de vie au travail qui est super bonne, donc plein d'avantages, etc. Est-ce que c'est un truc que des boîtes plus petites, comme nous par exemple, qui sont chez Morning, on pourrait avoir dans le futur? Je crois que c'est quelque chose qui est Tu veux dire en tant que client? En tant que client, ouais. Oui, je pense que rien n'est impossible, ouais. Je pense que ça peut aussi déboucher, tu vois, si on est capable de prendre à bail un immeuble dans Paris, je m'avance pas, hein. Faudra voir, mais est-ce qu'on serait pas capable de prendre à bail un manoir, de le retaper, d'y mettre un peu de Morning et de pouvoir le proposer en off-site à des boîtes? Rien n'est impossible. Peut-être qu'on fera de l'hôtellerie quelques années. Ça me fait penser à un moment. Moi, j'ai passé le Covid vraiment en race campagne dans la Vienne, dans un tout petit village qui s'appelait Brigueuil-le-Chantre. Et c'était vraiment une période bénite. J'étais on était en plus en famille pendant 3-4 mois, pleine nature. En plus, il faisait super beau pendant le Covid. Et on s'est dit, en fait, c'est ça qu'il faudrait, quoi. C'est qu'on puisse alterner de la ville et de la campagne. Et Brigueuil-le-Chantre, c'est un village fantôme aujourd'hui. C'est magnifique, quoi. C'est un petit village français, absolument fantôme. Et je pense qu'il y a une maison sur 10 qui a habité dans ce genre de petit village. Il y a eu toute cette mouvance juste après le Covid. C'est quoi le monde d'après? Est-ce qu'on va réaménager les territoires différemment? Est-ce que cette espèce de concentration dans Paris va justement un peu se défaire et retrouver de l'espace, de la relation avec la nature? Est-ce que ça, c'est complètement derrière nous et en fait, on est revenu un peu sur la période d'avant Covid, ou est-ce que petit à petit, on va quand même se diriger vers ce genre d'équilibre qui sont, d'un point de vue bien-être, quand même assez fou, quoi. Moi, typiquement, après cette expérience-là, je n'ai plus pu revenir habiter dans Paris, quoi. J'ai choisi d'habiter maintenant, alors pas très loin en Île-de-France, mais dans une zone où il y a vraiment beaucoup de verre, il y a de la forêt, etc. Donc,
Voilà, est-ce que vous sentez quand même cette tendance ou est-ce que cette espèce de théorie du monde d'après, c'est un peu brisé sur la réalité et on est revenu sur quelque chose de pratico-pratique, tout le monde à Paris et retour à la réalité? Non, je pense pas qu'on y soit revenu. Et bien sûr, parce que notre maison de campagne Morning, là, elle plaît beaucoup. Les gens en redemandent, ils sont hyper contents quand on organise des sessions, donc ça plaît beaucoup. Et puis on en voit les bénéfices, quoi. C'est tout bénef pour une boîte. Les salariés y bossent, c'est un avantage non négligeable, ça les aère. Et puis c'est une façon de travailler qui est différente, donc c'est pas la même productivité. Donc non, pour moi, c'est une vraie façon de travailler et c'est tout bénef. Et j'allais te dire, du coup, pour l'avenir, on a une génération qui arrive là de futurs CDI. Ça y est, on va les embaucher quand ils ont fini leur stage de césure. On va commencer à les embaucher, les fameux génération Z. Et pour le coup, c'est une génération qui est hyper regardante sur l'équilibre vie pro-perso. Sur ce type d'avantages-là. Et donc, en fait, leur proposer un équilibre entre l'urbain et la nature, ou juste leur montrer que on peut travailler différemment, c'est important, parce qu'on va être obligé de faire avec leurs envies, avec leurs besoins. Pour moi, c'est une génération qui en aura besoin. Ouais, je suis d'accord. Et c'est pas uniquement l'équilibre vie pro, vie perso, dans le sens que tu vois, cette période dont je te parle, c'est la période où le concept de mai il a émergé chez moi, quoi. Donc c'est aussi, ça favorise énormément l'inspiration, les fulgurances, parce que c'est une espèce d'espace. Et puis honnêtement, la relation avec la nature, je pense qu'on n'en prend pas assez conscience, mais tu vas te balader en forêt, il y a un truc qui, c'est beaucoup plus fluide d'un point de vue pensée. Et donc c'est à la fois de l'équilibre vie pro, vie perso, mais c'est aussi quelque part de la valeur pour l'entreprise. Donc moi j'espère vraiment qu'on va aller dans ce sens-là, en tout cas. Il y a une dernière question qu'on pose à tous nos candidats. Pour toi, c'est quoi l'entreprise de rêve? Mais je l'avais vu un peu cette question, mais en fait je me suis dit c'est Morning, ne dis pas c'est Morning. Ok, je dis pas c'est Morning, alors attends. Pour moi, c'est une entreprise dans laquelle tu te trahis pas, dans laquelle t'as pas la sensation de renoncer à des valeurs, à des principes, de devoir retenir tes frustrations, dans laquelle tu te sens pas forcément libre de t'exprimer parce que pas entendu. Donc pour moi, c'est vraiment l'entreprise dans laquelle tu te sens bien, c'est ça l'entreprise de rêve. Tu vois, Vinci Energy, c'est un très bon groupe. Franchement, c'est un très bon groupe. J'ai beaucoup appris là-bas, etc. Mais c'était pas mon entreprise de rêve parce que ça me correspondait pas suffisamment en termes d'agilité. Et j'ai appris plein de choses. Donc franchement, ça dépend. Je pense que les gens, il faut qu'ils arrivent à s'écouter. Et après, de composer un peu avec leurs objectifs, tu vois, leurs contraintes. Ok. Je peux pas te citer de nom. Non, mais ce que j'aime bien dans ta réponse, c'est que, parce que dans l'entreprise des rêves, parfois on imagine un truc genre vraiment avec des paillettes, un feu d'artifice. C'est pas ça, quoi. C'est parfois des choses simples, en fait. L'entreprise de rêve, ça peut même être à ton compte aussi. Enfin, tu vois, ton entreprise de rêve, ça peut être celle que tu construis, la preuve avec toi. Mais non, je pense que non. Il y a autant d'entreprises de rêve qu'il y a de gens. Il faut juste que les gens arrivent à s'écouter, quoi. De pas se trahir, tu vois. Je sais pas trop comment te le formuler, mais... Non, c'est très clair. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup, Mélanie. Et puis, à très vite. Avec plaisir, Boris. À bientôt.